Salut les internets, salut Thomas, vous regardez les squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine on a squatté pour vous l'intrigue pas si cousue de fil blanc de Phantom Thread, le fil fantôme pour les moins anglophones d'entre vous, le dernier film de Paul Thomas Anderson, PTI pour les intimes, avec dans le rôle principal le multi-oscarisé Daniel Day-Lewis, PTI plus DDL, 6 initiales pour un duo d'initiés, mais mon cher Thomas, de quoi nous parle ce film s'il te plaît? L'intrigue se déroule dans la Grande-Bretagne des années 50, le monde de la mode très précisément, où une histoire d'amour un peu étrange va se nouer entre un grand créateur, M. Reynold Woodcock, le personnage étant très librement inspiré de Balenciaga, et c'est un homme aux habitudes de vie extrêmement exigeantes qui va donc rencontrer cette jeune serveuse très éloignée de son monde, madame la jeune Alma. Bref, tout un programme, mon ami Thibaut. Mais alors, dis-moi toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Quelle note tu lui attribues? Écoute, ça a été globalement satisfaisant pour moi, tout en essayant de rester objectif parce que tu connais mon amour inconditionnel pour Paul Thomas Anderson. Oui. Et donc, je lui colle quand même la note de 4 fauteuils sur 5. Et toi, mon cher Thomas, qu'est-ce que tu as décidé de lui mettre, s'il te plaît? Eh ben écoute, moi j'ai été un tout petit peu moins généreux que toi, parce que pour ma part, c'est 3 fauteuils sur 5. Une note peut-être un peu sévère, mais je vais avoir peut-être l'occasion de m'expliquer tout de suite. Eh ben écoute, allons-y. Donc la première chose que je tenais à dire sur ce film, c'est d'abord que c'est un vrai film de Paul Thomas Anderson. Ce que je veux dire par là, c'est que comme d'habitude, le monsieur a signé le script et la réalisation de son film, hein, ça c'est habituel, mais pour une fois, il s'est aussi collé à la photo, donc bref, on peut vraiment dire que c'est une œuvre qui porte son empreinte de manière générale. La deuxième chose que je voulais dire sur ce film, parce que c'est vraiment, je trouve que c'est ce qu'il y a de marquant ici, c'est les personnages, ou plus du moins l'écriture des personnages. Il y a vraiment ce duo très fort dans le film qui occupe de toute façon, je pense, à peu près 95% du temps de présence à l'écran, qui est donc d'un côté le créateur de mode, de l'autre côté sa jeune amante, hein, en quelque sorte. Et je trouve vraiment que c'est le point fort du film, c'est vraiment l'écriture de ces personnages. Ils vont se révéler au fur et à mesure du film beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent de prime abord. Et je trouve vraiment que c'est ce qui va faire le sel de l'intérêt du film au fur et à mesure. Je regarde mes notes, hein, excusez-moi. Voilà, et puis donc qui dit grand personnage dit forcément, pour que ça explose à l'écran, grand acteur. Et là on est servi parce qu'on a d'un côté Daniel Day-Lewis que tu as si bien présenté tout à l'heure Thibaut. C'est vrai que c'est un acteur qui a pour habitude de s'imprégner très fortement de ses personnages, et on sent encore que c'est le cas ici, hein. Il a énormément potassé sur le monde de la mode, sur le monde des grands créateurs, et on sent vraiment que, encore une fois, il habite son personnage. C'est un acteur qui se fait assez rare, et puis c'est pas fini, on n'a pas fini de le lire parce que c'est son dernier rôle a priori, oui. Malheureusement. Donc si vous êtes c'est ça, c'est un peu son chant du cygne. Exactement. Hein. Donc si malheureusement, c'était un peu avec un peu une amertume quand on voit ce film-là, de se dire que c'est le dernier film de Daniel Day-Lewis qui est peut-être, enfin moi à mon humble avis, le meilleur acteur encore vivant aujourd'hui, quoi. Un des tout meilleurs en tout cas. Donc si vous êtes fan de cet acteur-là, n'hésitez pas à aller voir Phantom Thread, ne serait-ce que pour voir la dernière performance peut-être ever de DDL. Et de l'autre côté, on a une jeune actrice que personnellement je ne connaissais pas du tout, c'est Vicky Krieps, je ne suis même pas sûr que ça se prononce comme ça. C'est une jeune... Ouais, je crois qu'elle est polonaise d'origine, si je dis pas de conneries, ou peut-être suédoise. Enfin, bon, en tout cas, c'est son premier rôle majeur dans une production hollywoodienne. Et clairement, elle tient la dragée haute à Daniel Day-Lewis sans aucun problème. Elle est assez fabuleuse à l'écran, je trouve. Il n'y a vraiment pas d'erreur dans le casting de ce côté-là. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais vraiment, je trouve qu'elle fait non, après, voilà, comme tu disais, on reste quand même avec un réal qui est très très solide à la barre et qui sait vraiment diriger des comédiens. Voilà. C'est un des points forts de Paul Thomas Anderson, déjà l'écriture des personnages et leur évolution tout au cours d'un récit. Donc tu sais que derrière tu vas être bien dirigé et que le mec, voilà, c'est vraiment un amoureux des acteurs et des actrices parce que, comme tu l'as dit, il écrit ses films et il écrit avant tout pour eux. Quand il a écrit Phantom Thread, c'était pour Daniel Day-Lewis. Quand il a écrit There Will Be Blood, c'était pour Daniel Day-Lewis aussi. Donc voilà, c'est vraiment un mec qui a un énorme respect pour ses comédiens. Et ça se ressent vraiment à l'écran, tout simplement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et autre chose qui se ressent vraiment à l'écran quand tu es devant un film de Paul Thomas Anderson, c'est tout simplement l'aspect visuel, parce que c'est un mec qui là aussi maîtrise son sujet à fond. Et Phantom Thread fait vraiment pas exception à la règle, parce que c'est sublime, quoi, tout simplement. Hein. La réal est vraiment maîtrisée, c'est aux petits oignons. Je suis sûr qu'il y a énormément de subtilités qui apparaissent pas en première lecture. Et puis même, c'est beau, tout simplement. La photo est super belle, les costumes, les décors, tout est vraiment somptueux. Alors, c'est vrai que les personnages évoluent dans un milieu plutôt luxueux, mais n'empêche que y a rien, on sent vraiment que rien n'est laissé au hasard, que tout est maîtrisé à fond, et ça c'est vraiment très appréciable. Si vous aimez les beaux films, vous ne serez vraiment pas déçus non plus en voyant Phantom Thread.
Un des autres aspects. Bah oui, ça c'est un peu la marque des, on va dire des maîtres, je trouve. Enfin voilà, après j'en fais peut-être un peu des caisses avec Paul Thomas Anderson, mais c'est typiquement ça. C'est un peu pour moi à l'image d'un David Fincher aujourd'hui. Ouais. C'est des mecs qui sont ultra exigeants sur leur plateau, avec leurs techniciens et leurs comédiens. Mais putain, quand t'es devant un film de ces deux mecs-là, bah, tu sais ce que t'as sous les yeux. Donc c'est vrai que là, PTA, lui, se revendique beaucoup de l'influence de Jonathan Demme, qui est le réalisateur qui a entre autres réalisé Le Silence des Agneaux et Philadelphia. Aussi beaucoup de Robert Altman, parce que c'est vrai que Magnolia, ça lorgnait beaucoup du côté de Shortcuts. Et puis aussi de Stanley Kubrick. Moi, je trouve que vraiment, ce Phantom Thread, ça a vraiment un petit côté Eyes Wide Shut, je trouve, pour ces petites ambiances très, voilà, un peu luxueuses, avec une lumière très travaillée, avec des beaux intérieurs, avec des très beaux décors qui sont filmés très très soigneusement. Ouais, il y a vraiment un côté Kubrick là-dedans. Et Kubrick était aussi, lui, un perfectionniste. Donc voilà, la boucle est bouclée et tout le monde se retrouve, quoi, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est un film classique, dans le sens où c'est un film qui n'est pas du tout marqué par son époque. C'est pas un film moderne. Attention, n'entendez pas par là une critique, au contraire. C'est plutôt un film vraiment... ce film-là aurait pu être fait il y a 20 ans, il serait le même finalement, parce qu'il a été tourné en pellicule. C'est un film classique vraiment au sens hollywoodien du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui, comment dire, qui respecte une certaine, qui transpire plutôt un certain amour du cinéma, mais du cinéma classique hollywoodien, presque du cinéma de l'âge d'or. Ce film-là pourrait avoir 40 ans, ça marcherait quand même, on aurait l'impression de voir la même chose. Alors par contre, du coup, parce que c'est un petit peu le revers de la médaille de cet aspect-là, c'est que du coup, c'est un film, je trouve, extrêmement formel, c'est-à-dire que il n'y a pas de scène forte, il n'y a pas de, comment dire, comme pourtant Pitié sait les faire, j'ai oublié le mot, excuse-moi, pas de travelling, de plan séquence qui va vous marquer, il n'y a pas de dialogue extraordinaire, il n'y a pas de scène culte, voilà, il n'y a pas tout ça, c'est un beau film dans son ensemble, mais c'est un film qui n'est pas moderne de par cet aspect-là. Et moi, c'est un petit peu ce que je lui reprocherais, ajouter à ça, le fait que cette histoire d'amour entre ces deux personnages, qui en plus de ça ont une belle évolution au sein de l'histoire, est très intéressante, mais ça manque d'enjeux dramatiques, d'enjeux narratifs un peu plus larges que ça. Parce que finalement, on sent vraiment qu'il a axé l'écriture de son scénario autour de cette relation entre ces deux personnages. Mais tout ce qu'il y a autour, le monde de la mode, le monde des années 50, finalement c'est très accessoire, c'est presque un cadre. Ça habille cette histoire-là, mais cette histoire-là pourrait avoir lieu dans un autre contexte, à une autre époque, ça marcherait quand même. On verrait presque le même film. Il n'y a rien qui vient, il ne va pas chercher au-delà de cette histoire d'amour, et quelque part, je trouve que du coup, ça manque un petit peu de grandeur pour un film qui a cette forme-là, cette forme un peu classique. Et je trouve que ça donne au film un petit côté un peu ennuyeux. Voilà, je ne me suis pas franchement éclaté devant le film. Et je pense même que si j'avais été un peu fatigué, j'aurais pu m'endormir. C'est un petit peu longuet. Voilà, tout ça pour dire que c'est un film qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Il faut bien savoir ce qu'on va voir avant d'aller voir ce film-là. C'est clairement pas du Marvel, quoi. Voilà. On est même à l'opposé de ça. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais revenir sur plusieurs de tes points que je comptais évoquer, donc ça tombe très bien. Je suis vraiment d'accord sur cette espèce de côté de film qui aurait pu être fait il y a 20 ou 30 ans. Moi, je trouve que c'est un peu la marque. Alors, je vais peut-être pas, ça y est, crier au chef-d'œuvre tout de suite, parce que c'est un truc, des fois maintenant, tu as un chef-d'œuvre par semaine qui sort au cinéma si t'écoutais tout le monde. Mais c'est un peu la marque des grands films, cette espèce d'intemporalité en fait. Tu dis que, vu que c'est un film qui est pas vraiment à la mode, c'est un truc qui se démodera jamais. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est très très bien foutu dans ce film-là. Alors oui, ça fait peut-être un peu vieux con de dire ça, que ça rappelle l'âge d'or du cinéma hollywoodien, mais je trouve que ça fait plaisir de temps en temps de voir des films comme ça, qui sont très très beaux formellement, mais où c'est pas blindé d'effets spéciaux, où c'est des trucs où tu y crois vraiment, tu sens que c'est des vrais décors, tu sens que, voilà, que c'est des vrais costumes que tu as avec toi, que c'est des vrais comédiens que tu as en face de toi, et je trouve que ça se perd de plus en plus dans le cinéma. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu vieux con ce que je raconte. C'est vieux con, mais en fait c'est tout bête, c'est parce que je pense que les gens qui n'ont pas connu cette période-là du cinéma, les gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, peut-être tout simplement n'adhéreront pas à ce cinéma-là, parce que pour eux ça fera un film un peu vieux. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Ça reste quand même un film quand même qui est ultra exigeant, voilà, en termes d'attention au niveau de l'histoire et même de la mise en scène. Je pense qu'évidemment, comme tu dis, les moins de 20 ans vont absolument pas s'y retrouver dedans, ou alors il faut déjà être assez cinéphile. Peut-être pour rebondir à un truc sur lequel je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est au niveau de l'époque où ça se passe. Moi j'ai trouvé qu'au contraire elle était vraiment
qu'elle incarnait vraiment quelque chose, parce que justement, il y a certaines lignes de dialogue, je trouve, qui font que, dites dans cette espèce de milieu un peu cul serré et très codifié de l'Angleterre des années 50, dans ce milieu de la haute bourgeoisie, font qu'il y a certaines phrases qui sonnent vraiment comme des petites piques, et qui sont vraiment exacerbées par cet univers-là, alors que je trouve, contrairement à tout ce qu'on voit en ce moment, ces espèces de revival des années 80, on essaie de te coller des trucs des années 80 dans tous les films, où ça reste vraiment juste accessoire, on te montre juste un mec avec un Walkman et des écouteurs orange, et on dit « Ah putain, c'est vrai qu'on avait ça dans les années 80 », mais ça apporte rien de plus. Moi, je trouve que le fait de faire un film dans une époque différente dans laquelle il a été tourné, un contexte historique, c'est hyper important. Tu peux pas balancer un contexte historique n'importe comment. Je suis d'accord. Parce que... Et ça, je trouve que c'est vraiment mis en exergue. Et voilà, comme je te dis, tous les dialogues sont vraiment ciselés pour coller à cette époque. Ce que je veux dire font par là, un peu contrepoint avec ce que les personnages pourraient penser. Oui, mais le film fonctionne bien dans son époque. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, le cœur du film, c'est pas l'époque, c'est vraiment la relation amoureuse entre le créateur et sa jeune amante. Et vraiment, je pense que tu mettais le même film à Paris dans les années 20, ça fonctionnait. Tu mettais le même film à New York en l'an 2000, ça fonctionnait aussi. Effectivement, le film est bien adapté à son époque, mais je trouve que l'époque en elle-même n'apporte rien de plus qu'un bel habillage, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, le nœud de cette histoire, c'est vraiment cet amour qui se lie entre cette espèce de démiurge et la muse qui l'attendait plus, finalement, puisqu'en fait, c'est un mec qui l'a limite cherché toute sa vie, et puis là, quand il cherche plus, elle lui tombe dessus. Donc il y a vraiment ce côté qui est très intéressant. Et puis, quand il y a cette espèce d'histoire d'amour qui se noue, elle est tout de suite désamorcée par cette scène où, en fait, on lui prend ses mesures derrière, comme si, je sais pas, c'était une bête qui allait à un concours, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment ce truc-là qui est vraiment désamorcé. Et puis, on a une sorte, je sais pas si tu l'as compris comme ça, une sorte de triangle amoureux avec sa sœur, là, qui s'appelle Cyril, où tu sais pas trop, parce qu'elle a vraiment un peu l'ascendant sur lui. Lui, même si c'est quand même un mec de pouvoir, il a quand même beaucoup de faiblesses, et c'est surtout ça qui est mis en avant dans le film, parce que cette petite nana un peu prude et fragile que tu as au départ, tu dis oula, elle va se faire bouffer. Et finalement, non. Et c'est un peu toujours comme ça avec les personnages de Paul Thomas Anderson. C'est des personnages qui évoluent au cours du récit, et ils sont jamais là où tu les attends, en fait. C'est surtout ça qui est hyper intéressant. Triangle amoureux, oui, mais je trouve qu'en fait, bizarrement dans le film, j'ai pas l'impression que la troisième roue du carrosse ce soit la sœur Cyril. J'ai plutôt l'impression que c'est le souvenir de sa mère à lui, qui est très souvent évoqué, qui est même montré dans le film assez régulièrement. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle est plutôt comparée au souvenir de sa mère qu'à sa sœur. Mais bon, excuse-moi, je te laisse reprendre. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a peut-être une histoire de pseudo syndrome d'Oedipe ou des choses comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quasiment, le film, c'est quasiment une sorte de huis clos, on va dire. Il y a très peu de scènes où tu sors de cette maison-là londonienne. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça représentait vraiment tout ce que... une sorte de petit microcosme de la société londonienne, où tu vois, en haut, t'as le créateur, t'as cette espèce de mec qui a un peu le pouvoir sur tout, et puis en dessous, t'as ses assistantes, et puis tout en bas de l'échelle, t'as ses couturières, et donc je trouve ça assez bien pensé. C'est pas une sorte de tour de Babel, parce qu'on n'est pas dans l'échange des langues, mais je trouvais que ça, très très bien, en fait, au sein de cette maison, qui en plus est même pas payée par ses propres deniers, par une nana extérieure. T'as vraiment tous ces petits enjeux-là qui font que ce mec-là, tout puissant qu'il est, il peut limite tomber du jour au lendemain si on lui coupe les vivres, quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est très... l'allégorie est très belle, je suis d'accord avec toi. Ouais, et puis alors évidemment, ça peut être une sorte de banale histoire d'amour finalement, comme on en voit des dizaines au cinéma, ce qui est traité des dizaines et des dizaines de fois par an. Mais comme toujours chez Paul Thomas Anderson, ça a plusieurs niveaux de lecture, comme tu disais tout à l'heure. C'est une intrigue qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Je sais pas si moi, aujourd'hui, j'ai envie de me faire une deuxième ou une troisième vision. Mais je pense qu'à chaque fois que tu vas revoir ce film-là, tu vas comprendre des choses différentes et tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues lors des visions précédentes. Un petit peu comme ce que fait le personnage dans le film, quand il cache des petites broderies en fait, dans les revers de ses robes. C'est des petits secrets qu'il cache et que lui seul connaît. Je pense que Paul Thomas Anderson a fait exactement la même chose avec ce film-là, et le connaissant sa façon de bosser, ça ne m'étonnerait absolument pas, puisque le mec est tellement carré, est tellement précis et ne laisse tellement rien au hasard qu'à mon avis, il a dû disséminer ça et là plein de petits trucs au cours du film. Donc voilà, ça m'étonnerait même pas qu'après plusieurs visions, tu dises putain, c'est vrai, ça je l'avais pas vu, bien joué, il m'a encore eu une fois, quoi. Tout à fait. Bon, est-ce que tu as terminé ? Écoute, j'ai terminé, qu'est-ce qu'on laisse exactement, c'est la question que j'allais te poser, donc écoute, à toi l'honneur. Écoute, qu'est-ce que je laisse ? Je vais être un petit peu d'accord avec toi. L'exigence du film fait que ces 2h12, 2h15 sont un petit peu longs pour moi. Il y a un bon quart d'heure trop, on va dire 2 heures, ça aurait été bien. Anderson, il
il a du mal à faire des films courts, hein, d'habitude. C'est souvent 2h30, voire 3h même pour Magnolia. Donc c'est vrai qu'il y a... le film est peut-être un peu longuet, je suis d'accord avec toi, ça, il n'y a aucun souci. Et ce que je prends, bien évidemment, c'est tout le reste. Hein. C'est évidemment cette mise en scène qui est absolument, toujours comme d'habitude, exceptionnelle. Pour les acteurs, dire que Daniel Day-Lewis joue bien, est-ce que c'est pas un petit peu enfoncer des portes ouvertes? Parce que oui, il est tout le temps parfait. Voilà, c'est un mec qui est ultra exigeant avec lui-même. Il a beaucoup de mal à sortir de ses rôles. Donc c'est un peu en ça aussi que je trouve que le film est un peu, on va dire, biographique de Daniel Day-Lewis, cette espèce de mec complètement obstiné qui veut aller jusqu'à un point Z et puis il n'en démordra pas. Donc pour moi, j'ai un peu l'impression que on a beaucoup de Daniel Day-Lewis dans ce personnage de Reynolds. Il doit y avoir aussi un petit peu de Paul Thomas Anderson lui-même, parce que lui aussi, il a ce côté extrêmement exactement, exigeant. Voilà, il a ce côté vraiment monomaniaque. Donc voilà. Okay. Que je laisse la longueur du film et ce que je prends, tout le reste. Voilà. Et toi? Écoute, moi, ce que je prends, c'est, comme tu dis, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais ma foi, je vais prendre la performance des acteurs et en particulier celle de Daniel Day-Lewis parce que c'est la dernière et qu'il faut en profiter et qu'en plus elle est grandiose à la hauteur de la carrière de ce mec-là. Donc voilà, juste pour ça, le film vaut la peine d'être vu de toute façon. Et ce que je laisse, c'est le côté un peu étriqué du film. Je trouve que c'est le mot qui lui convient le mieux. C'est en plus un mot du champ lexical de la mode, ça tombe bien. Bah oui, et qu'est-ce qu'il est bon ce ça un peu. Quand même. Non, c'est le côté vraiment finalement trop concentré sur cette histoire d'amour, alors que le film j'ai l'impression que le film avait beaucoup plus que ça à offrir. J'aurais aimé en fait qu'il explore d'autres pistes, qu'il nous raconte d'autres histoires que seulement celle-là, même si en soi c'est pas inintéressant du tout. Voilà. C'était les Squatteurs de Ciné l'Hebdo, on espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant que vos commentaires, vos petits pouces en l'air, dites-nous évidemment ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du film, parce que nous on aime bien avoir des petits retours et discuter un peu avec vous. Mon cher Thomas, qu'est-ce que tu veux rajouter de plus à ça? Écoute, pas grand chose, si ce n'est qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour vous partager notre avis sur un autre chef-d'œuvre du 7e art. Un petit peu en retard cette fois-ci pour raison de vacances de l'un d'entre nous. Je ne dirai pas qui part, mais en tout cas, je peux juste vous dire que c'est pas moi. Mais bon, d'ici là, n'oubliez pas, de toute façon, les films, c'est forcément mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao! Ciao!